Bonjour à tous, merci d'être là en ce dimanche matin. Je me présente, je m'appelle Audrey Khalifa. Je vais vous présenter Stéphane Dugast qui est à côté de moi et qui va faire ce plateau ce matin. Alors on est très content de le recevoir, Stéphane, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas souvent dans le coin puisqu'il voyage beaucoup. Alors comment décrire Stéphane? Stéphane, c'est un journaliste, c'est un reporter. Vous me contredirez si je dis une bêtise. C'est un journaliste, c'est un reporter, c'est un auteur, c'est un écrivain. Et c'est surtout un explorateur, puisque il a la chance d'être secrétaire général de la Société des explorateurs, parce que c'est un aventurier, et qu'il est également guide polaire. Alors c'est très compliqué parce que c'est foisonnant la vie de Stéphane et l'activité de Stéphane, mais alors il va nous expliquer, mais parmi ses faits d'armes, il a quand même eu le courage ou l'inconscience, ou je ne sais pas comment on peut dire, de partir dans les pas de Paul-Émile Victor, qui a été une espèce de rencontre avec Paul-Émile Victor, qui a été un peu fondatrice. Alors Stéphane, c'est peut-être ma première question. Comment on fait pour faire des choses folles comme ça? Bon, la première chose, c'est bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis ravi d'être ici à Alençon, parce que la dernière fois que j'étais à Alençon, j'étais sur mon vélo et je faisais Paris, le Mont-Saint-Michel à vélo, qui était une autre aventure très personnelle. Et je connaissais absolument pas Alençon, que de réputation, parce que je suis originaire de Nantes et que j'ai lu Ouest France quand j'étais... depuis que je suis tout petit, et que forcément Ouest France, Alençon, l'Orne, etc., c'était une région qui était un peu aux confins de Ouest France. Et en passant à Alençon, j'ai vraiment découvert déjà un département ensuite qui est très vallonné. Et à vélo, il faisait très chaud, c'était très dur, mais surtout j'ai découvert la ville et j'étais vraiment surpris. Parce qu'il m'est arrivé, on en reparlera peut-être plus tard, de traverser la France à vélo, et j'adore découvrir des villes, et il y a plein de villes, et Alençon en fait partie, que les Français ne connaissent pas assez bien, et ils devraient venir à Alençon. C'était ma petite promotion pour Alençon. Pas mal, hein? Pas mal, bravo, bravo. Et non, mais vous dire, moi je suis peut-être comme, j'ai vu qu'il y avait des plus jeunes dans la salle. J'avais 8 ans, je rêvais d'être Phileas Fogg. J'ai ma défunte maman, qui m'avait donné un petit bouquin de Jules Verne, Les Voyages extraordinaires. Et j'ai eu cette folie, mais on a tous eu 8 ans, on a tous eu des rêves. On se rêvait aux chasseurs d'ours, de lions ou d'archéologues, parce qu'Indiana Jones, etc. Puis moi, je me suis dit, ce serait pas mal que je fasse ça dans ma vie. Inutile de vous dire, quand on a des rêves à 8 ans et qu'on grandit, généralement, il y a beaucoup d'adultes qui se chargent de dire que c'est pas possible, de vous dire que vous n'y arriverez jamais. Un système scolaire qui, des fois, n'est pas... Même, j'étais plutôt bon élève, mais qui m'a pas favorisé les choses. Et puis des accidents de parcours, un 4 sur 20 au bac de français, en dissertation, avec un discernement total en disant j'aurai 4 ou j'aurai 16. Ben, j'ai eu 4. Mais ce qui est un peu embêtant pour faire des carrières littéraires, parce que vous pouvez pas faire tout ce que vous devez faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de le dire aussi aux plus jeunes. Je me déplace beaucoup dans les collèges, dans les lycées, dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. L'an dernier, je suis allé 3 fois au milieu carcéral. C'est de dire que même avec des accidents de parcours, tout est possible. Et c'est parce que, je pense, on a des échecs et des réussites, mais aussi des échecs. Et dans notre société française, des échecs, ça fait tout de suite que t'as raté, alors que rater, ça fait partie de la vie. Je pense que... Et là-dessus, les anglo-saxons sont meilleurs que nous. C'est parce qu'on a des échecs qu'on a des réussites. Bref, j'ai voulu faire ma vie une aventure, et puis j'ai eu une rencontre avec, un peu par hasard, la Marine nationale, un service militaire. J'étais dans les derniers à devoir faire un service militaire, et puis je suis allé au culot en disant, voilà, je veux être reporter. Et puis on m'a dit, tu iras à col bleu, je ne savais même pas ce que c'était, et c'était le journal de la Marine nationale, et du coup je me suis retrouvé pompon rouge à Paris,
donc pas sur un bateau, à ne jamais naviguer, mais à devenir critique de cinéma, de théâtre, ce qui était très agréable. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à convaincre mon commandant, mon pacha, qu'il fallait embaucher un gars comme moi. Et puis j'ai été embauché en mars 2000. Et puis vous n'êtes pas sans vous souvenir qu'en septembre 2001, il y a 2 tours qui se sont effondrées à New York. Et ça a changé complètement la face du monde, si j'ose dire, puisque les bateaux gris ont été déployés au large du Pakistan pour chasser, je vous rappelle, le Mollah Omar, qui s'est échappé. Ça, c'est incroyable. Il s'est échappé, le Mollah Omar, en mobilette, à moto, alors qu'il avait toutes les marines du monde entier, avec des avions de chasse, avec des hélicoptères, des porte-avions, on était dessus, hein, et on chassait le Mollah Omar. Et je me suis dit que dans cette histoire du Mollah Omar, de ces bateaux gris, alors j'ai eu la chance d'aller sur le Charles de Gaulle, on est allé aussi sur le Theodore Roosevelt, un gros porte-avions américain, j'étais sur des frégates italiennes, bref, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, et sans rien finalement comprendre, mais c'était le voyage, c'était la découverte, mais via les militaires. Voilà, alors... On prête à Aristote une citation qui dit il y a 3 catégories d'hommes. Il y a les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Et je pense que ceux qui vont sur la mer, ils deviennent un peu zinzin, c'est-à-dire qu'après, ils décident de faire des choses complètement folles. On reparlera peut-être du Groenland après, mais la Marine nationale, qui est effectivement fondatrice dans votre parcours, alors, pour ne rien vous cacher, on s'est rencontrés dans la Marine nationale, puisque moi aussi j'étais marin, et c'est un peu comme ça qu'on arrive ici. La Marine nationale, ça vous a permis de naviguer plus qu'un vrai marin, puisque vous avez pu rencontrer des tranches de vie, des êtres humains qui travaillent sur des bateaux dans des mondes confinés, et puis de faire des rencontres dans des pays incroyables, et de découvrir des territoires que personne ou que très peu de gens avaient découverts. Vous êtes sans doute, en tout cas à ma connaissance, la seule personne vivante aujourd'hui à être allée 4 fois sur la toute petite île de Clipperton, dans le Pacifique. Peut-être que vous pouvez nous expliquer cette rencontre folle avec Clipperton. Est-ce que c'est Clipperton? Mais carrément, et juste peut-être vous dire que j'étais peut-être comme vous. Moi, la mer, c'est ce que j'avais dans mon dos quand je posais ma serviette à la plage l'été, alors que ça soit la Manche. Moi, j'étais plutôt côté Nantes, donc plutôt côté Atlantique. Et que de la mer, je connaissais sûrement comme vous Éric Tabarly, le Vendée Globe, ces grandes courses, et que quand j'allais, je suis pas d'une famille où on faisait de la voile, parce que je pense que la voile, il y a un marqueur social. Faut être souvent, je trouve, de milieux privilégié, trop privilégié, c'est comme le ski, et que moi j'avais pas eu la chance de faire de la voile, et que je suis un peu arrivé sur les bateaux de la marine n'ayant jamais été au grand large, c'est-à-dire quand vous êtes sur un bateau et que vous êtes entouré à 360 degrés par un océan qui est énorme. Et puis j'étais pas d'une famille de militaires, donc j'étais là un peu par hasard, avec, vous savez, ces pyramides, sous-officiers, officiers mariniers, sous-officiers, matelots, etc. Bon bref, j'étais un petit peu, peut-être pas le Gaston Lagaffe, mais le gars qui découvrait, le Pierre Richard, tiens, peut-être. Et je suis rentré un peu par hasard. Et quand je suis allé à Clipperton, alors je ne sais pas si vous connaissez cette île française, messieurs, dames. Donc Clipperton, vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et vous tirez un trait au-dessus de l'équateur de 1200 km à l'intérieur du Pacifique, et vous avez un volcan sous-marin qui sort de l'eau, qui a été arasé avec les vents, les courants depuis des siècles, des millénaires et des millions d'années. Et il y a 3,5 millions d'années, Audrey, il y a ce volcan qui est sorti, qui a été arasé, donc ce qui fait un atoll. Toutes ces images d'atoll dans d'autres endroits du Pacifique. Vous êtes à 3 jours de mer d'Acapulco, avec un bateau, une frégate, 5 jours de mer de San Diego, qui est plus au nord-est, et vous êtes de l'autre côté, sur l'ouest, vous êtes à 8 jours des Marquises, et vous êtes à 10 jours de la Polynésie. Donc vous êtes au milieu de nulle part. Et cette île, baptisée l'île de la Passion par les Français en 1711, mais les Anglais ont été assez perfides pour garder le nom d'anglais de Clipperton en mettant à la bonne longitude et à la bonne latitude Clipperton, et en mettant la Passion à la mauvaise longitude, ce qui fait que dans les cartes, l'appellation française s'est effacée. Et bien, elle est française.
définitivement depuis 1931, parce que nos amis mexicains, évidemment, disent que c'est eux qui l'ont découverte et que c'est Ferdinand de Magellan, sur son tour du monde, qui a découvert cette île, etc. Et je me suis pris de passion parce que cette île fait 2 km sur 3, 12 km de circonférence, elle est toute plate. Vous avez une petite dent rocheuse qui est une petite concrétion de l'explosion volcanique. Vous avez exactement en 2001 387 cocotiers. On les a comptés. C'était la mission, compter les cocotiers. C'est quand même la classe. Hein. Et vous avez un lagon à l'intérieur qui est immense. Et vous avez l'île est recouverte d'oiseaux marins et en 2001 de crabes oranges, qui vous pincent les fesses et si vous êtes inconscient, qui vont commencer à vous bouffer. Hein, c'est comme ça. Et vous imaginez, ce lagon, tout est paradisiaque, sauf qu'au niveau des odeurs, vu que les oiseaux marins, ils vivent là depuis des siècles, ça a une odeur de fosse septique, d'ammoniac. Et quand vous mettez le pied dedans, c'est tellement sulfurisé que ça vous attaque la peau. Et l'île, c'est paradisiaque mon truc, hein. Et l'île, elle est ceinturée par une barrière de brisants. Les surfeurs appellent ça une short break, qui casse. Et du coup, pendant longtemps, les hommes n'arrivaient pas à débarquer sur l'île. Enfin, c'était sport, c'était très sportif. Et tout autour, vous avez des requins, marteaux. Et tout autour, vous avez des poissons tropicaux. Pas mal. Et à l'intérieur du lagon, vous n'avez pas beaucoup de vie. Et ce premier voyage, je sais pas vous, mais moi j'ai grandi dans la campagne nantaise, donc un peu, c'est pas l'Orne, mais presque. Quand vous arrivez sur un truc comme ça, waouh! Des cocotiers, des crabes, des oiseaux, une chaleur qui est pesante, une réverbération qui est totale, parce que vous êtes au milieu de l'océan, quoi. Il y a perte de vue, quoi. Et vous êtes sur une fière frégate, le Latouche-Tréville de la marine française, et vous êtes débarqué en hélicoptère. La classe. Et à l'époque, j'ai 26 ans, j'ai mon boîtier photo, je sais à peine faire des photos, hein, je dois vous le confier, je sais à peine écrire, et me voilà devant mon île mystérieuse, mon île au trésor, Stevenson. Et je me retrouve rapidement livré à moi-même quand on me dépose. Et là, je suis en train de raconter cette histoire, parce que vous allez voir, en 25 ans, cette île, elle a complètement changé. Et elle raconte finalement l'aventure. Je vous raconte mes crabes, je vous raconte tout ça, mais elle raconte aussi l'histoire des océans, les changements climatiques, la montée du niveau des océans, la surpêche, parce que la zone tout autour de Clipperton, dans un rayon de 200 000, donc 360 km, ça forme une ZEE, une zone économique exclusive qui appartient à la France. C'est 81% de la surface de la métropole. C'est pratiquement aussi grand que notre territoire métropolitain. Et dans cette ZEE, vous avez du thon. Et le thon, sushi, sashimi, c'est beaucoup pêché. Et on ne demande aucune autorisation de pêche, d'ailleurs. Vous avez des poissons tropicaux, 10 000 $ pièce. Vous savez, les petits poissons de Nemo. C'est un gros business. Vous avez des narcotrafiquants qui viennent là parce que c'est une zone qui est un petit peu à l'écart de tout. Et vous avez des nodules polymétalliques qui tapissent le fond des océans, qui pour l'instant étaient estimés pas du tout rentables. Mais vu qu'on est en train de tout siphonner, on se dit que quand même, il faudrait peut-être siphonner ça. Donc bref, Clipperton, l'île de la Passion, à l'échelle de ma vie humaine de reporter baroudeur, elle raconte plein de choses. Et c'est aussi l'île qui reçoit le plus de fous masqués, des oiseaux marins, etc. Donc pour l'instant, je vous donne ce scoop, je suis en train d'écrire Clipperton, l'île des fous. Jeu de mots. Et j'ai envie de le raconter parce que beaucoup de Français le connaissent pas. Et l'idée, c'est pas... c'est de dénoncer, mais c'est aussi de proposer des solutions, parce que je sais pas vous, mais moi, je sais pas vous, Audrey aussi, mais que la planète va mal, on le sait, hein, il suffit d'allumer la télé, de lire les journaux. C'est important de le dénoncer, de ne pas être béni oui-oui ou angélique, mais c'est aussi important, à mon sens, de donner des solutions, parce qu'on a des enfants, des neveux, des nièces, des petits-enfants, etc., puis auquel le monde est... Et en plus, on a quand même la chance d'habiter un pays où, même si tout ne va pas bien, on le disait tout à l'heure en coulisses, d'avoir un passeport français, c'est exceptionnel. Les amis qui ont d'autres passeports africains, ou que sais-je, même argentins, voilà, on a cette liberté de circuler. Donc bref, sur le passé, sur le présent et sur le futur. Alors justement... vivre ces aventures, est-ce que c'est ça qui fait de vous un auteur
par contingence, parce qu'il y a des témoignages à apporter et du coup vous vous êtes senti obligé d'écrire, ou est-ce que, puisqu'on est quand même dans un salon du livre, hein, donc on va un petit peu parler d'écriture, ces témoignages, est-ce que ça fait partie aussi du métier d'explorateur, de porter cette parole, de raconter cette histoire pour les autres générations, pour partager avec les gens qui ne voyagent pas? Écrire, c'était un plaisir, une mise en abîme, puisque j'étais, moi, plus jeune, fasciné par les paroliers, les Jacques Brel, des auteurs de la variété aussi française à l'époque, Goldman, Renaud, enfin des gens comme ça, et que je trouvais que par l'écriture, déjà je pouvais séduire, parce que j'écrivais des poèmes à mes fiancées, mais tout ça sans rien dire à mes copains, parce que sinon c'était la honte. J'écrivais des bouts d'histoire, je lisais des livres, sûrement comme vous, je lisais des BD, beaucoup, et je me disais que l'écriture était un médium formidable, sauf qu'en France, on a peut-être ce fantasme de l'écriture où l'écrivain est assis à sa table en bois et écrit d'un jet, et il devient un René de Chateaubriand, Victor Hugo, et c'est un génie, c'est comme Mozart. Et puis j'ai découvert que j'étais pas Mozart de l'écriture, et que il fallait travailler. 4 sur 20 quand même. Hein. Ouais, et qu'il fallait vraiment travailler. Et puis j'ai eu cette chance au journal de la Marine où on m'a laissé tout faire. Parce qu'à l'époque, j'étais le premier reporter embauché pour, et que vu que je partais 3 semaines, 1 mois, je me suis dit, il faut quand même que je justifie mes déplacements. Si j'écris un article de 2 pages, déjà, ça va pas me satisfaire. Et puis, et du coup, je me suis mis à redécouvrir qu'au début du siècle, on écrivait des feuilletons, des séries, des sagas. Donc j'ai fait un peu le même process en écrivant comme ça. Rapidement, les photographes, ça marchait jamais avec les photographes de marine. Donc je me suis mis à faire de la photo, parce qu'il fallait faire les deux. Et l'écriture, c'était mon métier. Il fallait que j'écrive, puis je partage. Paradoxalement, vous pouvez vous dire que j'étais dans un journal, comme ils appellent ça, les militaires du parti, donc avec une doxa, avec ne rien dire de ce qui dépasse, mais j'avais trouvé le biais, c'était de raconter les gens, de raconter les humains, quel que soit leur grade, et que moi, tu sois amiral, tu sois simple matelot au local compacteur des poubelles, l'histoire pouvait être aussi belle que le commandant de la frégate, et vu que j'étais sans grade, j'étais un espèce de trublion, j'arrivais à me glisser dans tout ça. La règle, c'est que si demain je viens chez vous, dans votre entreprise, dans votre association, dans votre club de sport, que vous ne connaissez pas, et je viens vous dire, je vais raconter une histoire, vous allez vous dire, ouh, déjà journaliste, on a mauvaise presse, sans mauvais jeu de mots. En plus, quand tu dis que tu habites Paris, alors là, c'est ce qui est normal, hein, même si je suis originaire de Nantes, j'ai vécu à Toulouse, à Lille et en Irlande, mais bon. Et la règle, quand tu arrives dans un groupe pour écrire, au début, c'est pas facile. Parce que tu as un tiers des gens qui vont se dire, oh, ce gars, ouais, qu'est-ce qu'il vient faire, t'as vu sa tronche, il a pas de cheveux, t'as vu comment il est habillé, même chez les militaires. Tu as un tiers qui va se dire, oh tiens, il a l'air sympa. Oh, c'est super. Puis t'as un autre tiers, quoi que tu fasses, il va se dire mais ça sert à rien, c'est un fouille-merde, etc. Et donc la règle sur les bateaux, c'était de faire basculer, un peu comme les politiques, hein, les 2 tiers en ta faveur pour que tu puisses travailler et qu'ils puissent se sentir en confiance, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais aucun livre, j'avais aucun background, comme on dit, et au fur et à mesure, je me suis fait comme ça. Alors ma règle peut paraître très empirique, hein, ma règle des tiers, mais elle se vérifie assez facilement quand vous arrivez dans un nouveau groupe et que vous avez une obligation ou de filmer, ou d'écrire, ou de photographier. C'est pas facile, ce qui est normal, parce que moi le premier, si on vient dans ma vie, on me dit voilà, je vais faire un truc sur toi, t'as envie de savoir à qui t'as affaire, si la personne a des valeurs, s'il y a de la confiance à donner, jusqu'où ça peut aller, et c'est ça qui est intéressant. Et donc l'écriture, pour répondre, parce que je fais des réponses très très courtes, non mais l'écriture, je sais pas, c'est un besoin viscéral. Je pense que mes premiers poèmes, si mes fiancés les ressortent, je vais avoir honte. Et je suis retombé sur un petit carnet où j'avais eu l'outrecuidance de recopier certains de ces poèmes. Il y en a un qui est très... J'avais 16 ans, j'ai écrit Contre la faim dans le monde. C'est incroyable. Et non, mais ça fait partie, je pense, et je m'adresse à toutes les générations. Je pense qu'il faut écrire, que c'est pas facile, parce qu'il y a le regard de l'autre.
Et que on a toujours, en tout cas moi j'écris tous les jours, mais j'ai toujours l'impression quand j'ai fini d'écrire le soir très tard que c'est génial, et puis le lendemain matin tu relis ce que tu as écrit, tu fais oh là là. Donc l'écriture c'est du travail. Alors l'écriture c'est du travail. Vous avez la particularité d'avoir un mode de, en fait d'avoir publié des choses qui sont extrêmement variées, parce que vous avez écrit des récits, vous avez écrit des histoires sur des gens, des territoires, des bateaux. Je parle de l'Astrolabe, notamment du commandant Charcot, puisque sur les missions de l'Astrolabe, il y a un très très bel ouvrage. Vous avez écrit, en tout cas, vous avez écrit et vous avez maintenant une BD sur Paul-Émile Victor. Vous parliez de la sincérité ou de l'acceptation des gens quand vous arrivez quelque part. Alors, effectivement, dans un groupe qui parle français, dans lequel vous êtes autorisé à arriver, c'est quelque chose. Quand vous arrivez sur les traces de Paul-Émile Victor, puisque, bon, une fois que vous êtes descendu des bateaux, ou en tout cas pas vraiment descendu, mais les bateaux vous mènent, la mer vous mène au Groenland, et vous mène chez les Inuits, comment on fait pour échanger, découvrir, arriver comme ça et raconter les Inuits, par exemple? Ouais, l'histoire redresse sur les Inuits, qu'on appelait les Esquimaux, sur Paul-Émile Victor, qui était un explorateur polaire, connu des plus de 50 ans, hein, faut le dire. Désolé pour... L'idée, c'est, je suis sur la banquise à accompagner un marin militaire qui veut aller au pôle Nord en solitaire, sans ravitaillement, bref, c'est une compétition. Et puis les Russes, déjà, n'étaient pas très gentils, nous bloquent. Et j'ai le livre Boréal et banquise de Paul-Émile Victor, de ses aventures entre 34 et 37, 1934 et 1937. Je m'emmerde profondément sur la banquise à attendre un hélicoptère pour accompagner le marin Frédéric Chamard-Boudet, explorateur. Et lui, il a traversé la calotte glaciaire du Groenland sur les traces de Paul-Émile Victor. À l'époque, j'ai des cheveux, je suis un peu blond, il m'appelle Blondin, et il me passe son temps pendant 15 jours à me dire qu'il faut que je fasse un défi, il faut que j'aille au pôle Nord comme lui, je traverse un truc, et je dis j'adore le sport, mais je crois que les défis, voyager pour faire des défis, ça m'intéresse pas. Et je lui dis par contre j'irai marcher dans les pas de Paul-Émile Victor pour savoir ce qu'en sont devenus les Esquimaux qu'on appelle les Inuits. Alors l'idée elle est bien, on a tous des idées bien, mais il faut la financer déjà. Et cette idée à financer c'était, fallait trouver 100 000 €. Facile hein. 100 000 €, je vais vous voir demain, je vais aller marcher dans les pas de Paul-Émile Victor. Et puis j'ai été voir au culot, c'est de l'inconscience, la famille de Paul-Émile Victor en leur disant j'ai une idée géniale, je vais aller voir ce que sont devenus les Inuits. Alors, imaginez-vous, c'est comme si je reviens dans votre village d'enfance et que je suis avec des photos de 34-37 avec vos aïeux et que je vous dis c'était super hein, dans votre village en 34-37, puis moi je veux raconter tout ça. Et la fille de Paul-Émile Victor me reçoit à Paris, pour ceux qui connaissent, au quartier Beaugrenelle, qui à l'époque est sinistre, enfin, c'est des grandes tours, tout ça. Alors que moi je pensais que la fille de l'aventurier allait me recevoir un peu, je pense dans un endroit un peu bucolique, et elle me dit jeune homme, des idées comme ça, j'en reçois toutes les semaines, et financez-la et on en reparlera. Oh, damned. Et donc après, ça a été un jeu où je faisais croire à Paul que j'avais les financements en disant que Jacques me soutenait. À Jacques, je disais que j'avais Paul qui me soutenait. Enfin, on fait tout ça dans les projets d'exploration pour convaincre quelqu'un, une agence de presse, un sponsor, un mécène. On vend du rêve. Mais plus on y croit, plus c'est crédible, plus on m'a aidé. Donc je me suis retrouvé tout seul dans la nuit polaire en janvier en repérage. Donc il faut imaginer qu'en janvier au Groenland, il fait noir pratiquement tout le temps et que j'ai attendu pendant 7 jours un guide et un Français qui s'appelle Max Audiberg. D'ailleurs, il y a une très bonne BD qui raconte Max, qui s'appelle Sermilik et qui est dessinée et scénarisée par Simon Hureau. Vous retrouverez à la librairie. Et Max, le dernier jour, me dit ok, mais ce sera sans moi.
Et ça sera avec ce guide-là, parce que si tu bosses avec ce guide-là, moi je peux pas bosser pour ça. Et après, je me suis retrouvé 2 mois plus tard sur la banquise avec les chasseurs inuits, à chasser, alors je suis pas chasseur, hein, et à partager du temps. Et en fait, pour parler avec eux, j'avais un guide qui parlait à peu près l'anglais, mais c'était compliqué. Et puis j'avais ces photos de Paul-Émile Victor. J'avais refait tous les trajets de Paul-Émile Victor qu'il avait fait entre 34 et 37. Et il y a plein de photos, je ne savais pas où elles avaient été prises. Et il s'avère que Tobias, qui est un des derniers chasseur, à l'époque guide, et qui s'est devenu maintenant le guide de référence, mais il savait me situer les glaciers, les endroits et les photos. Il trouvait que j'étais plutôt un mec marrant parce que j'arrivais avec des photos qui racontaient des choses, et quand on est allé dans ce petit village de Tinetekilak, Tiderida comme ils disent, bah, j'ai montré les photos, et les Inuits sont un des peuples les plus méfiants avec l'étranger, avec le Kratuna, avec le blanc. Ils vous accueillent pas à bras ouverts. Vous n'êtes pas un messie, et là vous vous frottez à quelque chose qui est dur. C'est-à-dire qu'ils peuvent accueillir des touristes, je l'ai fait cet été, et quand les touristes débarquent dans leur village, ils se mettent dans leur maison, et puis ils laissent déambuler les gens en parka bleu ou parka rouge, selon la compagnie. Entre-temps, ils prennent de l'argent parce qu'il y a tout un système, c'est du tourisme, c'est comme ça. J'ai pas à les juger, mais là c'était dur pour moi, parce qu'ils m'ouvraient très peu leur cœur. J'ai partagé du temps avec les chasseurs sur le terrain et j'étais obligé de ne pas parler toute la journée, ce qui était dur pour moi, d'écouter une langue qui est bizarre. Et puis en y retournant à la débâcle au mois de juin, avec le fils de Paul-Émile Victor, ils ont vu qu'avec le photographe, on était patient. Et donc du coup, on a réussi à raconter l'histoire. Et peut-être cette anecdote, c'est que en 2006, le mot réchauffement climatique, il n'existe pas. On ne parle pas de réchauffement dans la société française. On pressent qu'il y a des changements sur la planète. Je vous rappelle qu'un ministre qui s'appelle Claude Allègre était climato-sceptique à un niveau assez élevé, et que nous, on rentre du Groenland, et par rapport au plan de Paul-Émile Victor, par rapport au témoignage des Inuits, par rapport au témoignage de tout le monde, on s'aperçoit, et on l'a vu, les glaciers ont reculé de 10-15 km, ont diminué en superficie, la banquise se forme plus ou se forme moins bien. L'hiver où on est allé, c'était la première fois en 10 ans où elle s'était reformée, la banquise, et les Inuits n'avaient plus de chiens de traîneau. Parce que depuis 10 ans, les chiens de traîneau, parce que là-bas, il n'y a pas de route, c'est soit en motoneige, mais les motoneiges, ça marchait pas très bien, parce qu'ils pouvaient, vu qu'il n'y a pas la banquise. Bref, et on se retrouve à devoir se dire, ben, en fait, il y a un truc qui se réchauffe, c'est incroyable, ici, personne ne veut en entendre parler. Mon premier livre, il s'appelle « Dans les pas de Paul-Émile Victor », virgule, vers un réchauffement climatique. Michel Lafon, l'éditeur, me dit c'est super, et moi j'ai mis la coquetterie de rajouter un point d'interrogation, tellement je ne sais pas trop ce qui se passe. Et tout ça pour vous dire que on connaît tous la situation, et depuis quand j'y suis retourné, j'ai posé des questions aux Inuits, ils n'ont pas du tout la même perception que nous. Nous, là, on se dit c'est pas bien, ils s'affondent, c'est catastrophique. Et l'Inuit te dit, ça fait 2 millénaires que je m'adapte, donc je fais comme je peux. Tu es en train de me faire un cours de morale pour me dire qu'il ne faut pas exploiter mes fonds miniers, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Groenland, d'ailleurs Trump a voulu le racheter, il y a des ressources minières qui sont considérables. Et moi je poussais des cris d'orfraie en disant, il ne faut surtout pas exploiter le Groenland, Tobias, il faut que tu restes ça pristine, vierge, etc. Et puis il me regarde, puis il me dit, la Norvège qui est juste en face, tu crois qu'elle fait quoi avec le pétrole ? Et tu es en train de me faire une leçon de morale. Et donc, tu es en train de me dire ce que moi, dans mon pays, je dois faire. Alors, intellectuellement, ce qui est intéressant, c'est que le Groenland, c'est 4 fois la superficie de la France. 90% de glace, donc c'est un grand désert de glace. L'autre désert de glace, c'est l'Antarctique. Et c'est la population, peut-être pas d'Alençon, mais c'est 57 000 habitants, donc c'est Chambéry. Chambéry sur 4 fois la superficie de la France, avec l'ouest qui est peuplé de 54 000, 55 000 personnes, et l'est où je suis qui est peuplé de 3 500 habitants. 44 parlementaires, et vous n'êtes pas sans savoir que l'ami, entre guillemets, russe, chinois et européen veut exploiter tout ça. Donc vous imaginez le conseil municipal de Chambéry qui reçoit toutes les semaines des chefs d'entreprise, des lobbyistes, des gens qui font pression pour exploiter le Groenland. Donc c'est aussi ça le voyage, c'est que du coup tu passes de l'émerveillement, l'enchantement,
là, il fallait, Paul-Émile Victor, faire le lien entre le passé, le présent et le futur, et puis tu te retrouves au milieu de cette géopolitique, et une nouvelle fois, je ne suis pas BFM TV ou CNews ou que sais-je, c'est d'expliquer les nuances et le monde. J'appuie sur le témoignage de Tobias, c'est-à-dire que nous, on voudrait que ça soit blanc et que le tourisme, c'est pas bien, mais Tobias va me dire, c'est parce qu'il y a des touristes que je reçois de l'argent et que j'en fais bénéficier à toute la communauté. Alors c'est peut-être pour certains une vision angélique, mais je pense qu'écologie et économie doivent rimer sur ces pays et que nous, Européens, on est finalement mal placés pour donner des leçons. Je traverse la France à vélo sur la diagonale du vide, il y a 4 ans, après le confinement, et J'allais y venir. Ouais, et je regardais la carte où tous les gens s'étaient concentrés cet été-là, parce que vous vous souvenez, on ne pouvait plus sortir du territoire, mais en fait, tous les gens se concentraient sur le littoral, et je pense que si on passait à Alençon, ou si moi je suis passé par la Creuse, par des endroits, le Limousin, la Corrèze, etc. Et ils étaient heureux parce qu'ils me disaient il y a plein de monde, il y a du monde partout, tout est rempli. Ah bon. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que raconter le monde avec ses nuances, essayer d'être le plus près de ce que tu vois, de ce que tu entends est important. Oui, alors justement, c'est un petit peu ça votre particularité, c'est que vous partez en Patagonie, vous partez donner des témoignages sur ce monde très lointain, et puis votre passion du vélo fait que, ou en tout cas votre dégoût du confinement, la façon dont vous n'avez pas pu supporter d'être enfermé pendant ces jours-là, fait qu'un jour vous décidez, vous dites que en fait vous allez faire ce que vous avez appelé la diagonale du vide, mais qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire prendre votre vélo, votre sac à dos, votre tente, et dire, en fait je vais traverser la France, cette France qu'on ne voit pas, et je vais raconter la France parce que l'exploration, c'est aussi raconter le voisin d'à côté, le territoire d'à côté. Alors, c'est quoi cette expérience par rapport au monde polaire ? C'est un confinement. Il y a eu un confinement qui a été vécu pas pareil par tout le monde. Il y avait ceux qui étaient dans les villes, donc je faisais partie. Qui tapaient dans leur casserole et qui étaient en tout cas à Paris très contrôlés sur, vous savez, le kilomètre, là, etc. Les gens, quand j'ai traversé la France à vélo, qui avaient la chance d'avoir eu des jardins, la famille, des résidences secondaires ou qui étaient à la campagne, qui eux avaient vécu un confinement, apparemment la meilleure période de leur vie, et ou l'une des périodes les plus sympas. En plus, il a fait très beau, mais quand tu habites la ville et un immeuble, c'était dur, quoi. Et puis je me suis retourné vers ma femme, Marie, à l'époque, qui était ma voisine de bureau, c'était la première fois, dans le salon. Donc le salon était l'école, la salle de danse, la cuisine. Et encore, je ne suis pas à plaindre, parce que ma fille, à l'époque, était en CM2, donc elle était plutôt grande, mais je pense aux parents qui étaient dans des appartes avec des jeunes bébés, etc. Bref, et je me suis retourné, je lui ai dit, écoute, j'en peux plus, je vais faire le rêve de mes 20 ans, je vais traverser la France à vélo. Et j'ai cru qu'elle allait me dire, t'as encore une idée, bref. Et elle me dit, vas-y, monte ton projet. Et puis, je pense qu'elle voulait se débarrasser de moi. Et puis, j'ai monté ce projet. Je me suis dit, je finissais un livre sur Paul-Émile Victor, d'ailleurs, un livre illustré. Mais la nuit, je passais mon temps à enquêter sur les sacoches, le vélo, le matériel, le kilométrage, le parcours, etc. J'ai contacté que des entreprises françaises et je leur ai dit voilà, j'ai écrit mon aventure, voilà ce que je vais faire. Je suis pas le sportif le plus fin de la terre, je suis monsieur de tout le monde, et contre toute attente, il y a plein de gens qui m'ont dit on va te prêter du matériel. J'ai même un partenaire qui m'a dit parce que je voulais faire ça avec un maillot jaune. Il n'y avait pas de Tour de France. Je ne suis pas Bernard Hinault, mais je voulais être une fois dans ma vie Bernard Hinault. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bernard Hinault, c'est un grand champion des années 80, le dernier vainqueur du Tour de France. Et ce partenaire... Français, pardon. Et ce partenaire, Ravito, m'a fait un maillot sur mesure, avec mon nom, avec le logo de mon projet qui s'appelait La France réenchantée. Et je me suis lancé comme ça de Brédune, commune septentrionale à côté de Dunkerque,
En plus, coup de bol, j'ai une cousine germaine nantaise qui est mariée avec un Dunkerquois, donc du coup elle m'accueillait. Enfin, la logistique était parfaite. Après, je ne savais pas du tout où j'allais dormir, ce que j'allais faire. Et je savais par contre que la ligne d'arrivée serait devant la librairie de ma copine Catherine, qui a une librairie à Hendaye, qui est à la frontière espagnole. Et le reste de l'année, elle est à Paris, sur l'île Saint-Louis, elle a une librairie de voyage qui fait 16 mètres carrés. Et Catherine a vraiment un tempérament. Puis du coup, je me suis lancé pour cette aventure dans mon pays, avec un maillot jaune, avec comme carte de visite journaliste, pas bien, parisien, pas bien, pour les sportifs, pas assez affûté, pas bien, et en plus un type qui posait des questions, pas bien, puis un type qui disait que le confinement c'était horrible, et généralement les gens me disaient bah non c'est super. Et puis du coup j'ai raconté cette histoire sur les réseaux sociaux, tous les jours. Mais je voulais éviter de raconter, vous savez, les récits de voyage. Je me suis levé, j'ai pédalé, il a plu, il y avait du vent, la route était rugueuse, j'ai rencontré Micheline, j'ai mangé, etc. Je me suis dit, tout ça, les gens n'ont rien à cirer, quoi. Et chaque jour, sur mon vélo, j'essayais de raconter une histoire. Soit d'un lieu, soit d'un personnage. Et j'écrivais sur mon téléphone, essayant de ne pas faire de fautes, ce qui est compliqué, mettre des photos ou des vidéos. Et vu que je me suis fait piquer ma caméra, parce que oui, le grand principe, c'était ça. J'avais une caméra, vous savez, les caméras, je donne la marque GoPro qui filmait en 3D. Et je voulais en fait vous partager mon voyage, des fois en me voyant, mais surtout en montrant ce que je voyais. J'étais très content de ma trouvaille, j'avais mis tout un système sur mon vélo. Puis figurez-vous que le jour du départ, j'ai fait mes interviews avec des Bretons, à Brédune, et qu'au moment où je suis parti, au bout de 4 km, je me suis dit, merde, la caméra, qu'est-ce que j'en ai fait? Et en fait, j'ai fouillé mes sacoches, j'ai fouillé partout, je suis revenu sur la plage, et en fait, je me suis fait piquer ma caméra. Donc tout mon projet tombait à l'eau, tu t'élances pour 2300 km, tu sais pas où tu vas, t'as jamais fait ça, enfin bref. Et tu te dis, mais comment je vais faire? Et puis en fait, j'ai filmé avec ça, parce que c'est génial, ça peut être génial ça. Et j'ai interviewé les gens, puis tous les jours je racontais une histoire, et je le partageais, puis je m'apercevais qu'en fait il y avait de l'engouement, que les gens suivaient, que des gens m'écrivaient en me disant c'est génial, ma mère est sur son lit d'hôpital, tes histoires lui font du bien, blablabla. Bla, bla, bla. Puis vu que j'avais pas de la 5G, elle marche pas toujours très bien partout, hein. Du coup je regardais pas trop ce qui se passait, puis tous les jours je faisais ça, j'envoyais des vidéos, je faisais etc. Et puis j'ai, je pense, vécu une aventure formidable avec comme impératif 40 jours plus tard d'être à Hendaye, parce que ma femme m'avait dit tu fais ce que tu veux, mais faut que le 20 août tu sois à Hendaye, qu'on ait des vacances en famille, parce que t'es gentil, mais donc le 20 août j'étais à Hendaye, et en plus j'avais femme et enfants qui étaient au départ et qui étaient à l'arrivée, alors que d'habitude mes aventures c'est un peu plus compliqué. Donc c'était sympa. Oui, mais c'était pas la première fois que vous preniez comme ça la route. De mémoire, vous avez fait la route 66 avant. Bon, en Harley-Davidson, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, vous avez, je crois, le livre que vous avez écrit à la suite de cette aventure qui sort en poche. Oui, qui sort en poche. Quand tu écris, ton livre il sort après en poche. En format à 8,30 €. C'est toujours agréable parce que du coup, c'est facile d'acheter un livre de poche plus qu'un livre à 20 €. Et tu as l'impression d'être un vrai écrivain. Puis là, ils ont mis ma tronche en maillot jaune sur la couverture. Donc, voilà, important de porter un maillot jaune. C'est très important. Alors, on pourrait encore en discuter pendant 2 heures des aventures de Stéphane. On va passer peut-être aux questions, si vous avez des questions. Une petite requête pour la régie. Comme c'est enregistré, il faut bien parler dans le micro. Il y a un micro qui va circuler. Donc, est-ce que quelqu'un a une question pour Stéphane ? Non, c'est dimanche, on dort. Faut pas être timide. On dort à Alençon le dimanche. En plus, il fait beau. Ah si, madame. Voilà. Merci, bonjour. Je voudrais savoir, à la fois sur Clipperton, les changements que vous avez pu voir sur vos 3 voyages, et si vous avez vu aussi, si vous êtes allé plusieurs fois au Groenland, si vous avez vu
des changements dans la vie des Inuits? Très bonne question, très bonne double question. Je suis allé 4 fois à Clipperton, en 2001, en 2003, avec Jean-Louis Etienne, l'explorateur. Et c'était mon premier film pour Thalassa, à une époque où Thalassa à la télé... Mais quand vous dites ça aux plus jeunes, ma fille, là, c'est quoi Thalassa? En 2015, pour une expédition scientifique d'un mois, qui s'est un peu révélée un peu une fois, parce que Clipperton, ça rend les gens fous, et l'année dernière, en 2023. À chacun de mes voyages, j'avais l'impression d'être pratiquement sur une île différente, parce que le trait de côte, avec la montée des océans, changeait. C'était assez surprenant. Entre 2001, 2003 et 2015, il n'y avait plus de crabes. Les crabes avaient disparu alors qu'ils étaient comptabilisés à 1,5 million. Et en fait, les oiseaux marins pondaient 2 œufs, les frégates, un œuf pour leur race et un autre œuf pour le crabe. Donc nous, les journalistes, les photographes, c'était génial à filmer, c'était incroyable. Et en 2015, plus de crabes et énormément de rats qui était arrivé avec Ratus, le rat noir, qui était arrivé avec le naufrage d'un navire. Et ça veut dire que le rat avait viré les crabes, s'attaquait, non pas, il bouffait les œufs des oiseaux, mais s'attaquait à la carotide aux oiseaux. Et l'autre constat avec les scientifiques, c'est que les oiseaux marins étaient obligés d'aller de plus en plus loin pour pêcher, donc ils étaient de plus en plus maigres. Et en passant 1 mois sur l'île, on a vu plein de thoniers. Donc les thoniers, vous savez, c'est ces bateaux qui envoient un hélicoptère, qui sont avec leur sondeur et qui chopent les bancs de thon, qui les ramassent, et c'est une industrie qui est monstrueuse. Donc ça veut dire qu'il y avait une surpêche. Bonne nouvelle, en 2015, on a un député à l'époque, qui est maintenant sénateur, Philippe Folliot, qui était le premier élu de la République à nous rejoindre sur Clipperton. Donc à chaque fois sur Clipperton, on ramassait un ballot de schnouf, de cocaïne, parce que c'est une zone de trafic. 2015, sur le retour, on est confiné en mission sur le bateau pendant 3 jours pour choper des contrevenants. Une histoire incroyable, où finalement, au petit matin, on va les choper. Mais au petit matin, ils sont en train de jeter leur paquet par-dessus bord et jeter leur moteur par-dessus bord et nettoyer le pont. Et quand les marins arrivent pour faire les prélèvements, il n'y a plus rien à bord. Et ils n'ont plus de papier. Et au titre du secours en haute mer, ils disent je suis en haute mer, sauvez-moi. Et en 2023, et à chaque fois, l'île recouverte de plus en plus de pollution plastique, microplastique, appareils de pêche, téléviseurs, scooters, enfin c'est n'importe quoi. Et en 2023, c'était pareil, une autre configuration. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur, juste derrière les vagues, c'était une zone qui était tellement frappée par les vagues, il n'y avait plus de murènes, il n'y avait plus de poissons. Et là, il y avait des petits requins, il y avait des poissons. Donc il y a des ouvertures qui se sont créées entre les animaux, entre l'océan et l'intérieur du lagon sont en train de circuler. Il y avait toujours autant de plastique, voire plus. Il y avait toujours de la schnouf, puisqu'ils ont repris un paquet de 2 kilos. Donc la zone est... Et le fait qu'il y ait un bateau militaire, il n'y avait plus les thoniers. Mais donc voilà, j'en suis là et je suis en train d'écrire le livre et en train de me dire que cette île, elle raconte les océans, les excès de l'homme, mais que peut-être pour demain, si on savait la valoriser, si on savait en faire une base scientifique, peut-être avec les Mexicains, avec les Costaricains, on pourrait en faire quelque chose. Puis on a une association avec d'autres Clippertoniens comme moi qui s'appelle La Passion Clipperton, et on milite pour que on s'ouvre au Costa Rica, qu'on des îles à côté, aux Mexicains, aux Colombiens. Et eux, ils ont fait sur leurs îles, Revillagigedo, les Galapagos, ils ont fait des sanctuaires de la nature où il est interdit de pêcher. Donc les requins sont revenus. Et nous, on voudrait que les Français se connectent à tout ça pour protéger la zone, parce qu'il faut la protéger, certes peut-être l'exploiter, mais surtout la protéger. Et pour ce qui concerne le Groenland, c'est ce que je vous ai un petit peu dit, on a un discours ici où on dit oh, ça fond, oui ça fond. C'est imprévisible, oui c'est imprévisible. Les Groenlandais s'adaptent. Les Groenlandais veulent être, parce qu'ils sont sous tutelle du Danemark, même s'ils ont une autonomie, ils ont 80% ou 90% de leurs recettes qui viennent du Danemark. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'emplois, un peu comme si je prends l'exemple, peut-être je vais me faire des ennemis, mais nos territoires ultramarins, sans l'État français, c'est compliqué. Et là, ils se disent que peut-être ne pas vivre que de la pêche, mais vivre peut-être du tourisme. Et pour la première année, ils ont fait payer aux navires de croisière, c'est pas des gros navires de croisière, il y a des navires de 100 passagers, un droit d'entrée.
et ce droit d'entrée est reversé par village. Ils édictent des règles où les bateaux n'ont plus le droit d'aller parce que la pêche au narval, vous savez, ce phoque avec est un peu sacré. Ils comprennent que les journalistes, c'est aussi une manne, parce que les documentaristes qui viennent, etc. Et si vous voulez aller au Groenland, c'est aussi ça le paradoxe. Si vous êtes journaliste et vous voulez un fixeur, bah c'est très pragmatique, c'est minimum 600 € au jour. Donc ça vous met une barrière. Et si vous êtes touriste, vous ne pouvez pas y aller avec votre sac à dos. Donc c'est surtout, il y a des tours opérateurs qui font des trucs bien, des trekking. Moi j'étais avec une compagnie française là, qui s'appelle Exploris, qui propose sur des bateaux d'aller explorer le Groenland et de faire du Zodiac. Et le tout en respect avec la nature, etc. Alors, le fait d'y être, il y a plein de gens qui m'ont dit il faut plus y aller, il faut plus voyager, c'est n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, ces pauvres Groenlandais. Et pour beaucoup voyager et m'intéresser aux gens, je pense que le tourisme dans ces pays-là est important, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et une nouvelle fois, qui on est pour donner des leçons? Parce que si on s'intéresse à notre tourisme littoral, par exemple, on n'a pas été pas forcément très performant, surtout quoi. Donc tout est question d'équilibre, et puis vous l'avez compris, moi j'aime pas tant c'est noir ou blanc, manichéen, que c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit où tout le monde a des avis sur tout, quand on n'est pas d'accord, bah ça y est, on est le nazi de l'autre, alors qu'on a juste une idée différente. C'est essayer de montrer cette subtilité, puis j'ai toujours en tête de raconter tout ça aux plus jeunes. J'ai une fille qui a bientôt 16 ans, et d'être à la fois défaitiste, c'était mieux avant, ça m'agace, à la fois être simpliste, bah non, essayer d'expliquer la nuance, voilà. Je crois que l'exploration, la littérature, c'est l'école de la nuance, et d'expliquer le monde, puis après chacun en fait ce qu'il veut, puis si on pouvait continuer de dialoguer, ce serait quand même mieux. Vous aviez une autre question peut-être ? Je vais essayer de faire court parce que je m'aperçois que je m'enflamme, moi. Non, mais parfait. Bonjour, moi je me demandais comment vous travaillez aujourd'hui, si vous étiez rattaché à une rédaction ou si vous étiez indépendant et à chaque fois vous travaillez par projet pour un documentaire ou pour un livre. Enfin, comment fonctionnait votre travail? Je suis un vrai mercenaire depuis 9 ans, donc je travaille comme indépendant. Je ne suis pas intermittent, ce qui serait pas mal. Le régime d'intermittence, quand on fait des films, permet de lisser un petit peu son activité et d'avoir des sources de revenus qui puissent permettre au moins de payer ses factures. Je suis, vous l'avez compris, papa. J'ai une femme qui, elle, a les pieds sur terre, elle est architecte. Donc, moi, et derrière, je suis indépendant, donc auto-entrepreneur, mais pas seulement. Et si, j'ai un statut d'artiste-auteur aux URSAF du Limousin. Il y a quand même l'État français, quand même et sachant parce qu'ils ne savaient pas quoi faire des auteurs. En fait, grosso modo, le statut d'auteur de livres a été fait par des universitaires dans les années 70 pour qu'ils avaient un salaire qui tombait, pour que leur revenu de livres, qui pouvait parfois être conséquent, parce qu'il y a beaucoup moins de gens à écrire des livres, et que fiscalement, ça soit avantageux. Sauf que la profession, il y a beaucoup d'auteurs professionnels qui vivent que de ça, d'autrices, et qu'on est arrivé à un truc qui était invraisemblable avec une caisse de... Enfin, je ne rentre pas dans les détails, qui s'appelle l'AGSA, et l'AGSA n'a pas payé la CSG, je crois, et ce qui fait que les premiers qui sont partis à la retraite, ils avaient cotisé AGSA, etc., ils se sont retrouvés sans rien. Donc ça a été un pataquès dans la profession, et l'État français nous a rattachés aux URSAF du Limousin, me demandez pas pourquoi. Donc grosso modo, techniquement, c'est un peu un gymkhana, faut pas en parler à mon banquier, parce que c'est pas... Voilà. Mais voilà, je suis complètement indépendant, et l'avantage, c'est que tu es libre, sauf que la presse va pas super fort, la presse écrite. Est-ce que vous allez au kiosque encore? Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez sur tablette? Est-ce que... Moi, le premier, il y a encore une dizaine d'années, je claquais 50, 60 € en achetant la presse le week-end. Maintenant, je suis sur tablette, donc ça a tout changé. Les livres, il y a une production qui est phénoménale en France, et c'est tant mieux, mais les avaloirs, notre salaire a diminué comme neige au soleil. Les films d'aventure, il y en a de moins en moins, les cases se sont rétrécies.
Il y a un type qui s'appelle Inoxta, qui par contre il fait 34 millions de vues, mais c'est aussi une nouvelle façon de consommer. Donc tout est un petit peu précaire, tout est un peu compliqué, mais j'ai aussi lancé un journal papier avec des copains qui s'appelle Embarquement, un trimestriel 4 fois 20 pages, 20 €, le prix de 2 paquets de cigarettes ou d'un bouquet de fleurs. Et grosso modo, on est complètement indépendant, puis on est un peu débile parce qu'on n'a mis aucune pub, on dépend d'aucun marchand d'armes, on n'a aucun actionnaire, on n'a rien. Là, on est à notre 14e numéro, uniquement sur abonnement, vous le recevez dans votre boîte aux lettres, puisqu'il y avait aussi ça, c'est que si vous êtes distribué dans les kiosques, vous avez 40% de votre coût de vente qui revient au distributeur, et nous, le modèle économique était précaire. Là, on est en train de se poser des questions, on arrive à survivre sans se payer, et quel avenir pour tout ça? Mais c'est ce qui est, je pense, aussi stimulant, parce que quand vous irez tout à l'heure, vous allez voir tous ces livres et ces romans graphiques, etc. Et on a la chance, quand on va dans une librairie, même si on lit beaucoup, on est complètement affolé, tellement il y a une production qui est qualitative, mais peut-être de pas seulement écouter toujours les mêmes médias, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent, beaucoup d'auteurs, mais il y a, par exemple, ouais, écrivain voyageur, tout le monde me parle toutes les semaines de Sylvain Tesson. Ok. Après, on aime, on n'aime pas, mais je leur dis qu'il y a aussi beaucoup d'autres écrivaines voyageurs, tout aussi intéressants que Sylvain Tesson, que je connais par ailleurs, mais voilà, mais c'est foisonnant. D'autres questions? Bon ben, on va remercier Stéphane d'être... Si, vous dire, on est dans un salon de littérature, que c'est quoi l'aventure? Allez, on va faire le bilan. C'est quoi l'exploration? Je fais une conférence l'année dernière au centre de détention à Nantes, donc prison pour des longues peines. Un type qui purgeait une peine de 20 ans. Je lui laisse imaginer ce qu'il avait dû faire. Qui me dit, la littérature m'a rendu moins bête. Je passe mon temps à lire et je n'aurais plus assez d'une vie pour me nourrir de tout ça, comme quoi. Et qui me dit, l'exploration à l'heure de l'Internet, et il me dit, en plus, moi, je ne connais pas Facebook, je ne connais pas l'Internet, puisque ça fait tellement longtemps que je suis en prison que quand je vais sortir, je serai complètement perdu. Et il me dit, ça sert à quoi? Est-ce que ça a toujours une utilité? Et c'est quoi? Et il y a une denrée dont je dispose que vous avez un petit peu moins, c'est que moi j'ai du temps. Donc je vous prierai que votre réponse vous preniez le temps de nous répondre bien et avec précision. Compliqué. Vous êtes devant 25 prisonniers. Et je pense que l'exploration, même à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de plein de choses, elle est nécessaire, et que il y a des gens, chacun en bas c'est des lieux communs, ce que je veux dire, mais dans sa rue, dans son jardin, dans son quartier ou ailleurs, à l'autre bout du monde, il faut explorer, il y a une âme humaine à explorer. Et je finirai peut-être par cette phrase de Paul-Émile Victor, explorateur polaire, qui disait « L'aventure, c'est du temps volé à la mort ». Je vous laisse 2 heures, je ramasse les copies, thèse, antithèse, et n'ayez pas 4 sur 20 comme moi, bac de français. En tout cas, merci de m'avoir écouté, nous avoir écoutés. Merci Stéphane, et merci. Stéphane sera à côté pour dédicacer ses ouvrages, enfin ceux de ses ouvrages qui sont là, donc n'hésitez pas.